Vous regardez Recto Verso, l'autre vision du conseil. Je suis Kazem Tabrizi, directeur général de Tenzing Conseil, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle d'un nouveau genre. Aujourd'hui, je suis accompagné de François André, directeur chez Tenzing. Bonjour Kazem. Et Benjamin Pasquier, directeur chez Tenzing. Bonjour à tous les deux. Alors, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui me posent la question. La CSRD arrive, on voit que c'est une directive européenne, c'est quasi en fait de la réglementation, alors qu'on sait bien que c'est plus que ça. Mais concrètement, comment on s'y prend? C'est quoi la démarche? Quelles sont les étapes? François? Alors, il y a pour l'ensemble de la CSRD, on considère qu'il y a 4 étapes. D'abord, très rapidement, une phase d'état des lieux, assez classique, une sorte de diagnostic, à la fois sur les données déjà disponibles et sur les processus de collecte de ces données et la capacité à les rassembler. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, il y a une autre analyse qui est assez spécifique et qui est rendue obligatoire par la CSRD qui s'appelle l'analyse de double matérialité. Et en gros, elle consiste à dire sur chacun des sujets proposés par la CSRD, dans quelle mesure j'ai un impact sur le monde et dans quelle mesure le monde a un impact sur mon activité. Conséquence, ça vous permet de dire au sein de tous ces sujets quels sont ceux sur lesquels je dois travailler. Ces 2 étapes, et ensuite vous avez une étape de stratégie, finalement de feuille de route pour dire si ça sont mes combats et si voilà les données qui les caractérisent, j'en suis là aujourd'hui, comment je peux faire mieux, quelle est ma stratégie pour transformer ça. Et la dernière étape, c'est l'étape de production, de publication du rapport de durabilité qui fait en fait la synthèse de tous ces éléments, où j'en suis et vers où je dois aller, dans un format très nomenclaturé et défini par la réglementation. Alors, 4 étapes, très claires. La première étape, tu disais l'état des lieux. Tu peux juste préciser concrètement, j'arrive demain chez un client, il me pose la question, l'état des lieux, je fais quoi? L'état des lieux, c'est... alors, je me pose la question pour l'ensemble des sujets qui sont concernés par la CSRD, qui sont assez nombreux, puisque la CSRD, c'est à la fois des sujets d'environnement, des sujets sociaux ou des sujets de gouvernance. Et donc, il y a une liste assez définie de tous les sujets. Et donc, l'état des lieux, c'est dans quelle mesure aujourd'hui il existe déjà, même si ce n'est pas sous la forme attendue à terme par la CSRD, mais dans quelle mesure il existe des éléments qui permettent de caractériser mon activité sur ces sujets. C'est ce qu'on entend souvent en France. Du fait de réglementations, notamment sur la partie sociale, il y a déjà énormément d'infos. Il y a des choses qui se mettent en place, soit de façon volontariste, soit même réglementaire sur des sujets de carbone, par exemple. Donc, le constat qu'on fait, finalement, c'est de se dire on est plutôt sur une étape de tri, c'est-à-dire parmi la somme des informations déjà existantes, quelles sont celles que je dois prendre et où j'en suis en termes d'état des lieux. Et la question derrière, c'est surtout de se dire sur chacun de ces sujets, dans quelle mesure je suis capable de remonter et de traiter de façon un peu processée, normée, la donnée que je dois manipuler. C'est ça qui va être le gros enjeu, je pense, pour les entreprises. Et donc, quand on fait un état des lieux, au-delà de la somme des données, c'est vraiment dans quelle mesure je serai prêt à traiter vraiment cette remontée. Benjamin, François le disait, l'étape numéro 2, l'analyse notamment de double matérialité. Concrètement, il se passe quoi? On fait quoi dans cette étape? Et bien concrètement, on va essayer de déterminer quels sont les sujets sur lesquels l'entreprise a un impact pour le monde et quels sont les sujets sur lesquels le monde a un impact pour l'entreprise. Autrement dit, comment, si on prend l'exemple du réchauffement climatique, est-ce que l'entreprise a un impact sur le réchauffement climatique? Est-ce qu'elle participe au réchauffement climatique? Et dans l'autre sens, est-ce qu'elle est exposée à des pertes ou à des gains liés au changement climatique? Donc concrètement, pour faire cette analyse, c'est quoi la première étape? La première étape, c'est d'engager les parties prenantes. Ça veut dire demander aux parties prenantes leur avis, leurs attentes sur notre sujet. Donc, qu'est-ce que vos clients, vos fournisseurs, vos salariés, vos investisseurs veulent que vous fassiez et là où ils voient les plus gros impacts pour vous? Alors, tu parles d'attente. On est sur l'attente par rapport au sujet, on est sur l'analyse finalement de l'impact de l'entreprise ou du monde sur l'entreprise. On est sur une espèce d'attente parce qu'on est sur une vision a priori. C'est-à-dire, vu l'activité de l'entreprise, voilà ce que j'attends qu'elle puisse avoir comme impact. D'accord. Ce n'est pas déjà quelque chose de quantifié pour l'entreprise en tant que telle, c'est plutôt, je suis une entreprise qui construit des infrastructures, a priori, j'ai tel et tel et tel impact. Tu récupères ça, donc sollicitation des parties prenantes. Ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. On en parlait dans un épisode précédent. Il y a un outil mis en place par Tenzing, MDM, qui permet d'aller, entre guillemets, de gagner en efficacité et aussi en traçabilité avec une matrice dynamique. Tu as la matrice suite à la sollicitation des parties prenantes. Tu la lis comment? Et ben en fait, la matrice va nous permettre d'identifier les sujets, 3 types de sujets qui sont intéressants. En premier, les sujets sur lesquels l'entreprise a un impact matériel et un impact financier.
Donc ça, c'est souvent le en haut à droite. Le en haut à droite. Ok. Et puis 2 autres impacts qui sont très importants, ceux où l'entreprise n'a qu'un impact matériel et ceux où elle n'a qu'un impact financier. Alors pourquoi ces sujets sont intéressants ? Parce que si elle a un impact financier, ça veut dire qu'elle est exposée à un risque ou qu'elle a la possibilité de gagner des opportunités. Donc c'est extrêmement intéressant de s'intéresser à ces sujets-là, quand bien même on n'a pas d'impact matériel. À l'inverse, si l'entreprise a un impact matériel sur un sujet, type le réchauffement climatique, il est aussi important de s'y intéresser. Pourquoi ? Parce que si vous n'y intéressez pas, les ONG s'y intéresseront pour vous. La société civile pourra venir vous demander pourquoi, alors que vous avez vous-même identifié que vous avez un impact sur le réchauffement climatique, vous n'avez pas mis un plan d'action face à ce réchauffement climatique. Tu parles de la sollicitation des parties prenantes et de la matrice. Je suis un groupe, j'ai plusieurs activités, plusieurs filiales. Je fais une matrice pour tout le monde ou je décide de faire une matrice par filiale ? Une matrice par filiale. Alors ou en tout pourquoi ? cas, une matrice par activité. Ok. Pourquoi ? Parce que vos différentes activités n'ont pas forcément les mêmes impacts financiers, n'ont pas forcément les mêmes impacts matériels. Et il est important d'identifier pour chacune de vos activités vos potentiels impacts matériels et vos potentiels impacts financiers pour pouvoir adapter la stratégie de chacune de ces activités. Alors juste avant de parler de stratégie et de passer la parole à François, la matérialité financière, comment est-ce que tu l'analyses, comment est-ce que tu l'évalues ? La matérialité financière, en fait, elle s'évalue à plusieurs niveaux. Donc le premier niveau, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'engagement des parties prenantes. Ça va permettre d'identifier un certain nombre de thèmes sur lesquels on pense avoir une matérialité financière. Une fois qu'on a identifié ces thèmes et ces sous-thèmes, il va falloir identifier pour chacun de ces thèmes et ces sous-thèmes les risques et les opportunités financières qui sont liés à ces thèmes et ces sous-thèmes. Et en fait, il va falloir aller ensuite évaluer financièrement chacun de ces risques et opportunités financières à travers une formule assez classique qui est quelle est la probabilité que ça arrive, si ça arrive, quelle est ma perte, et si jamais j'ai une perte, est-ce que je peux essayer de regagner quelque chose. Donc ça c'est pour le risque, pour l'opportunité c'est plus ou moins le symétrique. Donc on voit les sujets qui sont dans ce fameux L, entre guillemets, couché, matérialité financière, je regroupe en fait des gens de la direction financière, du contrôle de gestion, et on regarde, tu disais, la probabilité, les pertes potentielles ou gains potentiels en fonction du risque et de l'opportunité. Alors oui, mais pas seulement. On prend les gens de la direction financière, oui, parce qu'ils ont l'habitude de travailler sur des risques financiers, mais également des gens qui représentent l'ensemble de la société. Les commerciaux peuvent avoir un avis sur les opportunités commerciales ou les risques commerciaux, mais également peut-être les services généraux, les RH, etc. Donc la matérialité financière, c'est pas que la direction de la finance. Non. De la même manière où la CSRD, c'est pas que la RSE. Exactement. Alors comment est-ce qu'on travaille cette stratégie du coup, François ? On a fait la matérialité, l'état des lieux, la matérialité financière et matérialité d'impact. On a plein d'informations et on en fait quoi ? Qu'on a trié à travers une matrice. Mais en tout cas, une fois qu'on a cumulé toutes ces informations, il faut vraiment se dire c'est exactement comme on l'aurait fait jusqu'à présent sur une stratégie classique. Ces informations, elles doivent servir à vous aider à décider et à définir les grandes directions que vous voulez prendre. Simplement, comme il y a plus d'informations et des informations nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude de traiter, finalement, elles s'intègrent dans la phase de définition de la stratégie de l'entreprise, qui reste une stratégie et une seule stratégie à définir. Simplement, là où on le faisait jusqu'à présent avec des données de marché, de concurrence, de grandes tendances sociétales, on y intègre aujourd'hui des sujets de impact sur la biodiversité, conditions de travailleurs des travailleurs de la chaîne de valeur, bref, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de traiter avant. Et on intègre toutes ces données à cette phase de réflexion pour construire des plans d'action, des stratégies de transformation pour améliorer ces impacts. Jusqu'à présent, quand vous construisiez des stratégies RSE, vous les construisiez sur base d'éléments qui n'étaient pas forcément très tangibles ou très robustes. Tout ce qu'on vient de décrire dans les 2 premières phases, ça sert à avoir des choses beaucoup plus précises qui vont vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus fortes de transformation. Et donc cette 3e étape, qui est la stratégie, et qui est le cœur de métier de Tenzing par ailleurs, nous, historiquement, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner la transformation d'entreprise. La CSRD, pour nous, c'est un facilitateur parce qu'elle vient préciser justement tous ces éléments pour affiner encore la capacité à construire ces stratégies de transformation. Pourquoi on les construit ? Parce que déjà parce que c'est nécessaire, évidemment, mais surtout parce que c'est demandé par la CSRD. La vraie différence, c'est ça, c'est que la CSRD vous impose de vous prononcer sur des objectifs et des moyens pour vous transformer. On parlait avant de stratégie, alors soit stratégie groupe, soit stratégie RSE à 3 ans. Là, on parle d'une stratégie par rapport à la CSRD qui est quasi annuelle, qui va se matérialiser dans un rapport. Comment ça se passe, du coup, cette formalisation dans le rapport ? Et maintenant, le rapport, vous allez réexpliquer votre activité, expliquer vos impacts
qu'ont votre activité sur le monde et les impacts que le monde a sur votre activité, en déduire des cibles pour réduire cet impact, et puis également dire où vous en êtes sur la trajectoire pour atteindre ces objectifs. Comment je fais le lien avec le rapport financier que je publie aussi tous les ans ? Eh bien, en fait, les deux doivent être liés. Pourquoi ? Parce que les impacts futurs de votre durabilité, c'est ceux que vous retrouverez demain dans votre rapport financier. Tout d'abord. Donc, tout à l'heure, ce que tu disais sur la matérialité financière, où on regarde avec plusieurs personnes comment est-ce que ça peut se traduire, on fait le lien et on l'impacte, entre guillemets, dans le rapport financier. Exactement. Et vice-versa ? Et vice-versa. On peut aussi avoir des risques qui sont identifiés dans la durabilité, qui vont devoir être provisionnés dans les états financiers. Donc, on doit avoir un lien qui est assez fusionnel entre ces deux états. Pourquoi ? Parce qu'on doit travailler sur les mêmes bases, sur la même activité. C'est juste qu'on va l'aborder d'un côté plutôt financier dans un sens, plutôt de la durabilité de l'autre. Donc aujourd'hui, même logique de formalisation du rapport de durabilité que celui du rapport financier. Finalement, demain, on parlait avant de rapports intégrés, on aura potentiellement des rapports intégrés, financiers, extra-financiers, avec les normes de la CSRD. En tout cas, ça serait le sens de l'histoire. Très clair. Est-ce que par rapport à ces 4 étapes, il y a quelque chose que l'on doit rajouter, un supplément entre guillemets à cette démarche qui est attendu ou que vous avez identifié dans le cadre des interventions auprès des clients ? Alors, je ne sais pas si c'est un supplément ou au contraire, justement, comment l'alléger et la simplifier. Ce qui est évident, c'est qu'il sera nécessaire de suivre ces 4 étapes. Elles sont chacune indispensables. La question, c'est de se dire à l'intérieur de ces étapes et tout en restant dans le champ de la réglementation, est-ce qu'il existe des raccourcis ou des façons d'aller plus vite ou d'être plus efficace pour travailler sur ces sujets. Et ça vaut pour tous les types de clients au sens des ETI, PME ou des grands groupes ou quel que soit le secteur. On se rend compte qu'il y a une sorte de rapprochement des acteurs pour se faciliter collectivement la tâche. Et concrètement, ça veut dire que si vous travaillez dans l'assurance, il y a une fédération, un syndicat, une branche qui mène les travaux, qui cherche à évaluer les risques, et qui prépare le terrain pour faciliter à tous ses adhérents la capacité à répondre à des questions qu'on s'est en fait jamais posées jusqu'à présent. Ça vaut pour pas mal de secteurs et donc il ne faut pas hésiter au moment de lancer cette démarche, de s'appuyer sur ce qui a déjà existé, les benchmarks, les premières publications, parce que ça permettra vraiment de gagner du temps. Or, le vrai sujet étant quelle stratégie derrière à partir de tous les éléments j'ai, comment je vais me transformer, tout le temps qu'on peut gagner sur la phase de collecte, préparation, évaluation des risques, c'est autant de temps qu'on pourra probablement consacrer à comment je le fais mieux. Benjamin ? Et je pense que l'autre accélérateur, c'est de bien choisir les gens qui sont impliqués sur le projet. Parce qu'il faut des gens à la fois dans les strates dirigeantes qui vont avoir la possibilité de prendre les décisions, de choisir et de définir les arbitrages. Et puis il faut aussi des personnes très opérationnelles qui connaissent la réalité du terrain, qui connaissent les risques, qui connaissent les opportunités et qui sont capables de réagir et de dire ce qui est faisable ou pas. Et inversement, il faut des gens en transverse sur chacune des activités de l'entreprise. Qui sont les pilotes d'un projet comme celui-là ? Alors, il y en a plusieurs. En fait, ça ne peut pas être mono-métier ou avec une évolution qu'on voit. Alors, forcément, il faut un gros sponsorship de la direction générale. Parce qu'en fait, derrière ça, ça mobilise beaucoup d'activités et deux, c'est transformant. C'est quand même ça la finalité de la CSRD. Deux, on voit beaucoup, et Benjamin, tu compléteras de ce que tu vois aussi toi, de binôme RSE Finance. On entre dans le monde du chiffre, pour faire simple, avec la CSRD, et donc des métiers qui avant pouvaient en tout cas opérer en parallèle, ça devient quasi indispensable aujourd'hui de fusionner les fonctions de RSE, d'extra-financier et de financier. Et donc on opère avec la nécessité pour eux d'apprendre aussi à travailler ensemble. On rapproche RSE et finance, c'est quand même les pilotes et copilotes, je ne sais pas dans quel sens, mais les pilotes et copilotes qu'on voit sur ces sujets. La gouvernance de projet la plus classique qu'on voit, comme le disait François, c'est RSE Finance. On a aussi rencontré des clients avec des projets menés par d'autres services, notamment les directions commerciales ou les directions RH. Merci messieurs. Merci Kazem. Vous avez regardé Recto Verso, l'autre vision du conseil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos collègues. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.